Mon nom c'est Cécilia Eichfeld et je travaille pour Business France, un organisme de l'État qui aide nos entreprises exportatrices sur différents marchés. Donc moi je suis responsable de la filière vin et agro à Stockholm, basée à Stockholm en Suède. Pourquoi la Suède? Pourquoi j'ai été... on m'a sollicité pour cette tâche, c'est parce que la Suède, effectivement, c'est un pays, un marché important pour les bagging box. Même si nous avons un monopole, les bagging box et les Tetra Pak comptent pour environ 62% des volumes de vente de vin. Donc, on va y revenir. Voilà. Une petite présentation rapide pour commenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Benoît Gilles, domaine Mon Plaisir. On est à Pézenas, un domaine familial de 22 hectares. On produit environ entre 700 et 800 hectos de vin par an. Et donc voilà, on travaille en bio depuis plusieurs années. Et voilà. Présentation rapide. Combien de bibs? Et dans le bib, c'est 150 hectos aujourd'hui. Bonjour, moi je suis Véronica Nekasova de l'entreprise Smurfit Kappa Bag in Box. Donc je suis responsable de projet marketing. Donc Smurfit Kappa Bag in Box, en fait, c'est le leader européen et donc leader français de solutions d'emballage bag in box. Donc on produit les outres, les robinets, les machines de remplissage, enfin toute la solution complète bag in box. Merci. Donc on va revenir à excusez-moi, Cécilia. Et donc effectivement, en Suède, c'est le grand boom au niveau des bag in box. Alors pourquoi ? C'est une bonne question parce que la Suède, comme vous le savez éventuellement, il y a un monopole. Et donc, quand la Suède a adhéré à l'Union européenne en 1995, donc le monopole d'importation a été levé. Et c'est à partir de 95 que, effectivement, que le bagging box a vu le jour sur notre marché, sur le marché suédois. Et pourquoi? Le suédois est plutôt à un état d'esprit d'ouverture, souvent des précurseurs pour plusieurs raisons. C'est eux aussi qui ont commencé, par exemple, avec le capsule à vis. Donc c'est cet état d'esprit d'ouverture. Et aussi, bien sûr, parce que la praticité de ce contenant, ils apprécient beaucoup ça. Les Suédois sont des gens qui n'ont pas beaucoup de prestige. Enfin, ils n'attachent pas beaucoup d'importance aux marques éventuellement, mais bon, surtout le contenant, c'est parce que c'est un contenant avec une certaine donc, praticité et puis bien sûr le prix. Ils ont un style de consommation différent ou c'est assez traditionnel comme nous à table ou au contraire Absolument. Mais bon, le vin ne se consomme pas tous les jours, même si on voit maintenant une tendance plus continentale en Suède. Le bagging box, surtout, est utilisé en fin de semaine. Surtout aussi, les Suédois aiment bien partir en week-end dans leur maison, dans leur résidence secondaire. Donc, ils emmènent ce contenant avec eux en week-end, notamment. Associé au loisir, quoi, absolument, plutôt. Oui. D'accord. Donc, on va peut-être demander aux producteurs, ou n'importe, d'ailleurs, aux producteurs, un petit peu, lui, quelle était sa motivation de passer un petit peu au bib? Alors, bon, nous, au départ, on est passé au bib parce qu'en 2013, on a perdu un gros marché chinois. Il y a eu pas mal de modifications sur la législation chinoise en interne chez eux en 2013. Donc, on a perdu un gros marché. On s'est retrouvé avec du vin qu'on avait prévu, voilà, donc des vins qui sortaient en bouteille autour de 3 € hors taxe. Et donc, on s'est retrouvé avec ce vin-là. En France, on travaille uniquement avec le CHR, donc des cavistes, des restos, voilà, marché, secteur traditionnel. Et c'est des gens qui nous demandaient tout le temps est-ce que vous pouvez faire du bib, voilà, qui nous sollicitaient pour avoir des bibs, et qui cherchaient des bibs bio de qualité. Et donc, du coup, on a passé le cap à ce moment-là parce qu'on avait le vin. Voilà. Donc on est venu vous le demander, quoi. C'est pas une approche vous personnellement de vouloir faire du bib au départ, c'est plus la demande. Au départ, on nous l'a demandé. Après, c'est vrai que ça nous a bien, voilà, ça nous a bien permis de, voilà, ça a bien répondu à notre vin qui était là et qu'on pouvait plus vendre en Chine. D'accord.
on va passer à Véronica. Donc, au niveau de l'augmentation du BIB, là, je pense que la société s'en sort pas mal. Oui, ça se passe très bien, je confirme. Non, mais donc, je ne sais pas en France, enfin, je suppose que c'est un peu la France qui vous intéresse, mais on a connu un développement du bag-in-box très important, surtout depuis les années 2000. Donc, avant, ça existait aussi, mais disons que c'est resté assez stable jusqu'à fin des années 90, début des années 2000. Et donc, depuis 2000, on voit vraiment une croissance incroyable pour arriver en 2015. Donc, selon les sources, on va dire à 37% de part de marché en volume en grande distribution. Donc, c'est énorme. C'est plus d'un tiers du volume du vin vendu en grande distribution. Et en fait, étonnamment, la France, c'est vraiment, même en Europe et dans le monde, c'est l'un des pays où on consomme le plus de vin en bag-in-box. Donc, OK, après la Suède, après la Scandinavie, mais bien avant les autres pays consommateurs de vin comme par exemple l'Italie ou l'Espagne où on ne consomme pratiquement pas de vin en bag-in-box. Donc la France, étonnamment, est quand même un pays où on consomme beaucoup de vin en bib. Et d'après vous, qu'est-ce qui motive le plus les gens qui passent au bib ? Alors donc, selon les études de marché qu'on a pu mener ou que les autres ont menées, donc en fait le bag-in-box n'a pas vraiment été promu, il n'y a pas eu de grosse campagne de promotion dans l'histoire. C'est vraiment le consommateur qui a compris un peu l'avantage du contenant, comme disait Cécilia, la praticité, le prix. Ça a aussi remplacé en partie. C'est un mode de changement de mode de consommation des vins, vous croyez ? Oui, aussi. Et puis c'est aussi grâce à la grande distribution en fait, qui a donné un peu l'occasion au bag-in-box, donné sa chance au bag-in-box. Ok. Et la part du bio là-dedans, est-ce que vous avez une idée? Alors, pour vous, c'est peut-être difficile. Franchement, nous n'avons pas la visibilité parce que nous, on est très loin en fait dans le process. Nous, on ne sait pas quelle est la part du vin bio en bag-in-box, mais elle reste quand même assez faible par rapport au vin traditionnel. Alors, moi, j'ai été faire un petit tour sur votre site. Vous insistez beaucoup sur le côté environnement. Oui. Donc ça, c'est pas quelque chose qui serait intéressant de communiquer. Mais ça l'est. Mais je vous dis, pour l'instant, la réalité du marché. Bien sûr que les vins en bio existent. Donc là, je pense que les gens qui sont dans cette salle en font, mais c'est pas encore malheureusement. Et pourquoi c'est pas développé en termes d'image par rapport aux consommateurs, le côté environnement, le fait que... Je pense que il y a certaines barrières techniques, on en a parlé un peu avant, qui l'évolution est plus bloquent un peu cette évolution. Ce qui est un peu dommage parce que le bag-in-box, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un contenant par excellence niveau écologique. L'empreinte carbone d'un bag-in-box est très faible parce que finalement, c'est juste une poche toute légère dans un carton qui présente 75% de l'emballage, c'est du carton recyclable. Et tout est livré à plat, donc finalement au niveau du transport, tout le cycle de vie d'un bag-in-box de vin présente un impact environnemental très faible. On va passer la parole. Je voudrais poser une petite question en termes d'image. Est-ce que vous êtes un producteur bio ? Est-ce que l'image bag-in-box, on va dire, allez, je vais caricaturer, plastique, pose un problème ou pas, d'après vous, pour certains consommateurs, ou est-ce que c'est certains consommateurs, pas d'autres, etc. Alors, la réponse, on ne l'a pas. Par contre, on s'est vraiment posé la question. Et on a, en termes de nom, nous les vins s'appellent Domaine Montplaisir. Le bag-in-box s'appelle Vignoble Montplaisir. Notre symbole, c'est un oiseau qui est assis. Et donc là, sur le bag-in-box, on l'a fait en train de voler. Donc, c'est des petites différenciations, mais on a essayé de démarquer un peu le marketing de la bouteille de celui du bag-in-box. Et par ailleurs, on ne présente pas le bag-in-box dans notre caveau de vente aux consommateurs. Et il n'est pas non plus présent sur notre site internet. Donc c'est une vraie problématique, même si on pense que, même si on essaie de faire un bib de qualité, ça n'a quand même pas le prestige et ça a quand même pas on n'a pas non plus nos vins très haut de gamme comme en bouteille dans le bag-in-box. C'est une vraie question. On va peut-être demander l'avis des Suédois là. Justement, ce côté, on sait que les pays du Nord aiment bien tout ce qui est nature, etc. Donc,
Il n'y a pas un paradoxe entre aimer le plastique, aimer les vins conditionnés dans du plastique ou pas? Ça leur pose un problème ou pas? Je pense que c'est pas le fait que c'est en plastique, mais c'est surtout ces vins voyagent, font quand même pas mal de kilomètres. Je pense que pour lequel la Suède, il y a même des centres d'embouteillage. Les vins viennent en vrac et sont après embouteillés en Suède ou en Europe. Même, bon, surtout en Europe, mais il y a même des centres d'embouteillage maintenant en Suède pour les bag-in-box. Et par rapport au fait bio, pas bio, est-ce qu'il y a quelque chose de différent en Suède ou pas? Ce qui est bon à savoir, c'est que la Suède, c'est vraiment un marché où le bio se développe étonnamment bien. 17% des ventes de vin sont donc issus de vin bio. Au niveau des bag-in-box, donc c'est 16% du volume total. Un peu moins. Oui, voilà, exactement. Donc c'est quand même un peu moins. C'est un peu moins. Donc justement, moi ce que j'aimerais savoir, si c'est un problème d'image ou... Voilà, c'est... Je ne pense pas. L'image du bag-in-box est assez forte puisque 52% des ventes sont issues de bag-in-box. Donc souvent, ce n'est pas une histoire d'image puisque les gens... Oui, on en... Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que ce n'est pas les mêmes moments de consommation. Voilà, donc c'est plus des différences de consommateurs. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas chez des amis en ramenant un bag-in-box à un repas, quoi. Et donc, ouais, si c'est un barbecue l'été, pourquoi pas, mais enfin, et donc je pense que c'est ce qui explique que la part de marché de la bouteille, elle reste quand même importante aussi. Enfin, il y a quand même, voilà. Et ça, c'est pas quelque chose que vous avez regardé dans vos études de marché par rapport au bio, justement cette espèce de difficulté à passer au plastique, quoi. C'est quand même... Alors, sur le plastique, je voudrais juste dire que ces plastiques, donc ces poches et ces robinets, en fait, ils ont passé une série de tests incroyables, inimaginables, pour justement assurer le consommateur qu'il n'y a pas de transmission de particules, du goût, enfin plein de tests de migration, de compatibilité. Donc ce sont des plastiques qui sont parfaitement compatibles avec des produits alimentaires et le vin. Et en fait, nous, on produit aussi les poches pour des marchés qui sont beaucoup plus demandeurs au niveau hygiène, donc pour les produits laitiers, etc. Donc en fait, la poche, elle est... parfaitement compatible avec le vin et ne présente aucun risque du goût ou sanitaire ou ce que vous voulez. Donc déjà pour le plastique. Et le fait que ça se développe comme ça, j'imagine qu'il y a beaucoup d'innovations associées à ça. Et en fait, donc, je voulais encore revenir un peu sur la montée en gamme des vins en bag-in-box, parce que donc, vous disiez que l'image n'y était pas encore... oui, certes, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de grands châteaux qui sont mis en bag-in-box, c'est vrai, mais on observe quand même depuis quelques années une vraie montée en gamme des vins en bag-in-box, donc développement d'une chaîne spécialisée vraiment de cavistes qui vendent uniquement des vins en bag-in-box, donc Bibovino en France, Sopardis. Il y a même un concours de vins en bag-in-box donc, qui a été mis en place l'année dernière. Donc toutes ces initiatives vraiment montrent que les vins en bag-in-box augmentent dans la qualité. Et en fait, nous, on fait tout pour... on a déjà entendu un peu tout à l'heure, pour optimiser tout le process de mise en bib pour augmenter la qualité des bibs, quoi. D'accord. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est éventuellement voir si dans la salle... le monsieur, il est parti, c'est dommage. Il avait plein de questions tout à l'heure. Mais, oui, excusez-moi. Michel Reynaud, vigneron dans les Corbières. Créateur de Bibovino, les boutiques qui développent des concepts bag-in-box haut de gamme et uniquement du bag-in-box. J'ai 3 questions. D'abord, la Suède, donc un grand marché en bag-in-box traditionnel depuis très longtemps. La Suède donc importe des vins en vrac, bio ou non bio. Les conditions en bag-in-box en Suède, et c'est un marché qui se développe. Quelle est la consommation par tête d'habitant d'un Suédois per capita? Bonne question. C'est en fait 32 litres par habitant. 32. Donc c'est assez important. Voilà. C'est bon. L'autre question est aux vignerons.
Je pense que faire du bag-in-box, c'est pas parce qu'on en demande qu'il faut en faire. Faire du bag-in-box, c'est comme de faire du vin bio. C'est une philosophie. Si on n'a pas la philosophie du bag-in-box, il ne faut pas en faire. Bien sûr, il y a une demande, il y a un marché. Alors évidemment, la tentation est forte. On fait du bag-in-box parce qu'on vous en demande. Et puis c'est la catastrophe, comme le garçon qui était là, où il n'a que des problèmes. Parce que la chaîne, comme l'a dit le garçon de l'INRA, de conservation d'un bag-in-box, est très précise. Du départ jusqu'à l'arrivée, il y a une foule de précautions à prendre. Si je prends par exemple nos boutiques Bibovino, les températures de conservation du bag-in-box sont suivies jusque dans les magasins, où la température n'excède pas 20 degrés. Donc, dès qu'on abandonne le vin dans une grande surface, où la température du vin peut monter très haut, il faut être sûr qu'on va avoir les rotations. Votre question, s'il vous plaît. Pardon ? Votre question, s'il vous plaît. Donc, ma question à la dame qui est en face de moi. On a parlé ce matin du dosage progressif du SO2 pendant la conservation au moyen d'un bouchon spécial qui libérerait du SO2 au fur et à mesure et dans le temps. Est-ce que vous faites, vous, ce genre de choses ? Alors oui, puisque en fait, avec nos robinets Vitop, donc on participe à ce projet Biopcork. Donc en fait, on est associé à ce projet. Donc pour l'instant, ce bouchon n'a pas encore été lancé sur le marché. Donc ça, on l'avait dit, vous l'avez dit ce matin. Donc il est en phase de test et en phase d'approbation par les organisations sanitaires en France, il me semble. Donc voilà, donc on participe à ce projet. Je vous remercie. Deux commentaires. Premièrement, concernant l'emballage proprement dit. On est au début des emballages interactifs. Bon, il y a la solution Biocork là, qui a été évoquée. À l'INRA aussi, on travaille sur des extraits de levure qui vont intégrer dans le robinet, qui vont en fait rentrer en compétition avec le vin et donc qui vont consommer l'oxygène à la place du vin. Donc voilà, ça c'est une solution encore plus bio que le SO2. Et pour revenir aussi sur le mode de consommation du vin en bib, le vin en bib, pour moi, je le vois comme une consommation conviviale en groupe. Hein. Donc, on n'achète pas du vin bio pour le faire vieillir, hein, comme pour la bouteille. Donc, c'est consommation en groupe relativement rapide. Et également la consommation fractionnée. C'est-à-dire, on peut imaginer une personne seule qui peut avoir 2 ou 3 bibs, un blanc, un rosé et un rouge, et boire un verre à la demande quand il souhaite. Puisque le vin en bib, le bib une fois ouvert, le vin peut se conserver 15 jours à 3 semaines, dans de bonnes conditions de conservation, hein, alors qu'une bouteille, une fois, sa durée de vie est plus courte. Voilà. Ok, merci.